Salut à tous, bienvenue dans Votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis en compagnie aujourd'hui de JP Fortin, Stu Sabourin qui, lui, est pris à Myrtle Beach, le pas chanceux, à faire du jogging, à courir des 10 km puis à suer sa vie. Il ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Mais écoute, on n'a pas tout perdu. On a un invité spécial aujourd'hui, un invité très spécial. Je pense que les gens qui sont habitués d'écouter les sénateurs en français à RDS ont entendu un peu la nouvelle de la dernière semaine, des 2 dernières semaines. Puis on a décidé que, écoute, il fallait absolument, avant qu'il quitte le réseau des sports, qu'il vienne nous jaser un peu. Il a été 36 ans à RDS, 12 ans à la couverture des matchs des sénateurs. On reçoit, vous l'avez deviné, Michel Y. Lacroix, qui est avec nous. Michel, bienvenue dans la brigade. Le Y, oui, mais salut bien. À ne pas confondre avec l'autre Michel Lacroix. Le Y, pour faire une petite anecdote, Pascal et JP, c'est que mon deuxième prénom est Yves. Ah, okay. Alors, quand on a commencé à RDS, Michel Lacroix était là déjà, qu'on surnomme Willy dans le milieu. Ah, c'est vrai? Tout le monde le connaît sur le surnom de Willy. Okay. Mais il y avait aussi moi, puis pour faire une distinction. Alors, surtout pour les courriers, pour la circulation des communiqués à l'interne, c'était plus facile. C'est pour ça. Super. Écoute, mais merci de te joindre à nous. Merci de nous donner de ton temps parce que pour que les gens sachent, on est lundi. Le dernier match de Michel était hier soir, le match contre les Devils du New Jersey. Puis ils ont décidé de faire un petit peu de temps supplémentaire à Michel. Ils ont dit on va amener ça au moins en prolongation. Ils n'ont pas donné une victoire pour le dernier match, mais ils ont donné un match quand même plus excitant que ce qu'on s'attendait. Michel, 36 ans à la même place à RDS, au réseau le plus mythique de sport au Québec, je pense qu'on peut dire. Comment qu'on vit le dernier tour de piste? Comment qu'on vit Puis là, c'est frais, c'est tout frais. Là. C'est la première journée où on se dit, j'ai fini. Alors, vous me prenez à chaud, c'est ça, effectivement le cas. Je me suis levé ce matin et j'ai dit, est-ce que je m'en vais au bureau d'assurance chômage? Ou non, je me cherche un nouvel emploi. Non, mais effectivement, écoute, 36 ans. C'est ça, je comptais à Alain Crête hier. Qui lui aussi prend sa retraite, d'ailleurs. Canadien. Oui, Alain qui va quitter à la fin du mois de mai. J'ai calculé, c'est 13 372 jours de travail. En fait, du 1er septembre à l'ouverture de la station jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, en fait. Fait que c'était une belle ride, comme on dit, parce que j'ai vécu plein de belles choses. Mais en même temps, hier, là, c'était une journée pleine d'émotions, beaucoup de messages, beaucoup de souvenirs, des anciens collègues qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, plein d'événements qui me revenaient en tête, là. C'était assez spécial, évidemment, mais tu peux pas effacer 36 ans de ta vie comme ça. Puis ça va toujours être ma deuxième famille, comme j'ai dit hier aux employés, aux collègues. J'ai passé tellement de temps à RDS, j'ai tellement aimé ça, puis j'ai jamais eu l'impression de travailler. C'est la plus belle chose. J'avais le plaisir de faire ça. Ça m'a amené plein d'endroits différents, j'ai découvert plein d'événements. Et puis, j'ai appris énormément là-dedans. J'ai côtoyé des gens vraiment le fun. Tu disais tantôt l'ouverture de la station. Tu étais là au premier jour de la station? Oui. OK. Vraiment quand ça l'a ouvert, là. Ah non, on n'est pas beaucoup. Écoute, je vais vous dire, les gars, il y a Pierre Houd qui était là au début. Claudine Douville, des gens qu'on voit à l'écran, là. Claudine Douville, Chantal qui est plus là maintenant, mais qui était là la première journée pour le bulletin. Il y a moi. OK. À l'écran. C'est les seuls à ma connaissance. Il y avait peut-être Hélène Pelletier. Hélène était arrivée au poste, je pense quelques mois après. Je suis pas certain, là. Je pourrais dire peut-être à la fin de l'automne. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Hélène également. Mais oui, c'est les 4. Si on ajoute Hélène, ouais. Qu'est-ce que c'était à l'ouverture? Je pense que tu as fait aussi Sport 30 pour commencer dans les premières années. Ouais. Puis à moins de me tromper, je pense que c'était le début. Les gens ne se rappellent pas, mais quand on annonçait les nouvelles du sport avant, que c'était à Radio-Canada ou ailleurs, on affichait le score en partant. T'sais, on disait déjà le résultat du match. Le Canadien a gagné 3. Alors que quand c'est arrivé à RDS, on décrit le match un peu comme une histoire et on dévoile par la suite le résultat à la fin. C'était une nouvelle approche, ça. Oui, absolument. À l'époque, c'était ça. Écoute, on était une salle de nouvelles très jeune. Moi, j'étais d'un plus vieux, en fait, pour le groupe qu'on était à l'époque. Alors, on a développé cette façon de faire-là. C'était la façon d'amener les nouvelles. D'ailleurs, à RDS, au départ, les patrons étaient d'anciens patrons qui étaient à Radio-Canada auparavant. Okay. Alors, eux avaient l'expertise, avaient l'expérience. Et puis, on avait M. Jacques Barrette qui était là comme ancien journaliste qui nous a appuyés. Puis, c'est comme ça qu'on concoctait nos textes. Ouais. Moi, je faisais de la rédaction au tout départ, là, au tout début.
Puis après ça, ben ça s'est développé et on a fait le processus comme ça pendant des années. Là. Ouais. Parce que tu as fait un peu de plat. Excusez-moi, là, ceux qui disent Hey, tu le tutoies gros comme le bras, mais on s'est entendu avant. Là. On a réglé ça avant. Là. Oui, c'est correct. Donc, on respecte Michel. Tu as fait un peu de tout là-bas. Là. Je pense que tu as probablement fait des études en journalisme, mais après ça, tout a été à apprendre, tous les métiers, que ce soit, comme tu disais, rédacteur, à la télé, journaliste, un peu partout. Là. Donc, ça a été une école en même temps. Oui, j'ai toujours eu l'impression d'être un imposteur parce que je vais vous dire, moi, vous avoue aujourd'hui, je suis à la retraite, là, ils peuvent me mettre à la porte quand ils veulent, mais j'ai pas de formation journalistique. J'ai développé à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être vous avez connu ça, Pierre Dufault. Oui. Pierre avait une école à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par cette école-là, Promédia, ça vous dit peut-être quelque chose, qui n'existe plus maintenant, qui a annoncé sa fermeture depuis quelques mois. J'ai étudié là. J'ai fait un cours de 4 mois pour apprendre les rudiments de, si vous voulez, d'animer, de faire de la radio surtout. Oui. L'objectif, c'était de la radio. J'en ai fait 5 ans et c'est comme ça que j'ai développé un peu le travail. J'ai amélioré mon produit en ondes, si on veut. Puis quand je suis arrivé à RDS, ben j'ai mis ça en pratique. Puis là, on m'a amené devant une caméra, ce que j'avais jamais fait avant. Moi, quand j'ai commencé, là, je vais vous dire honnêtement, M. Vanek je l'ai raconté plusieurs fois, celle-là. J'étais arrivé un soir, j'étais rédacteur au départ. Moi, j'écrivais les textes que je chantais en lisant en ondes. Serge Deslongchamps lisait aussi. Et là, à un moment donné, un soir, Denis Casavant était au championnat, la Série mondiale. Denis était avec Rogers aux Séries mondiales. Fait que Denis, il en faisait des bulletins à l'époque. Mais là, à un moment donné, il manquait quelqu'un. J'arrive au bureau, puis le patron me dit, là, tu t'en vas à la salle de maquillage. Il y a une cravate puis un veston qui t'attend. Tu te fais maquiller, tu fais le bulletin tantôt. Wow! J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était en direct, je crois, le premier bulletin. Oui, absolument. C'est ça? Même, on faisait même le bulletin de fin de soirée en direct. OK. Fait que j'ai appris comme ça. Est-ce que ça a bien été? Y a-t-il des vidéos de ça? Je voudrais pas le revoir non plus. Je voudrais pas le revoir. Mais non, mais quand même, c'est comme ça que j'ai appris. Fait que c'est pour ça, quand je te dis que j'ai un rôle me sens comme un imposteur, c'est un peu ça, là. Mais c'est pas méchant quand je dis ça, là. C'est juste l'état de fait. Puis j'ai appris avec les années. Puis quand tu fais 36 ans, 37 ans presque, ben écoute, c'est parce que tu as fait quelque chose de correct quelque part. Puis ma curiosité m'a permis justement de toucher à pas mal de choses. Ben c'est ça. Je pense que c'est, le hockey certainement, mais le hockey junior, les championnats juniors, le curling aussi, beaucoup le curling. Le curling, un peu de tout. Oui, Pascal, tu en parles. Le curling, exactement. Ça a été le premier sport que j'ai fait en ondes. Mes patrons étaient venus me voir puis ils m'ont demandé, tu connais-tu le curling? Oh, oui. Faut toujours dire oui dans ce temps-là. Ben, oui, pas convaincant. Là. Genre, je peux vous dépanner. Mais j'ai dépanné pendant 30 ans. Wow! J'ai travaillé avec Marco Ferraro, j'ai travaillé avec Martin Brosseau, avec analyste. On a fait les Olympiques ensemble à Salt Lake City, Martin et moi. Puis j'ai travaillé avec, évidemment, Guy Gaming, qui est un ami qui reste tout près de chez moi, qui est un ami de longue date. Guy est arrivé chez nous, puis on a fait les Olympiques de 2006 à Turin, Vancouver 2010. Il a continué dans les dernières années avec Alain Usereau. Moi, j'ai laissé de côté un petit peu le curling. Après 30 ans, j'avais fait le tour, puis je me concentrais plus sur le hockey puis d'autres sports. Là. Fait que j'ai décidé de me retirer un petit peu du curling. Fait que c'est pas plus grave que ça, mais j'ai fait tellement de choses. Écoute, je pourrais t'énumérer ça finirait plus. Là, on n'aurait pas assez de temps. Dans le fond, probablement que tous ces contrats-là, toutes ces différentes choses-là étaient des pratiques pour la cerise sur le Sunday de ta carrière, celle-là qu'on attendait tous en tant que partisan des Sénateurs. Donc, ça fait 12 ans que tu es à la description des matchs des Sénateurs. Comment ça s'est passé, cette transition-là, cette offre-là? Écoutez, on avait les droits de la Ligue nationale, si vous retournez en arrière, je ne sais pas si vous en rappelez, autour de 2005 à peu près. TSN RDS avait les droits de la Ligue nationale. Donc, on faisait des matchs en semaine. Il y avait plusieurs matchs que fait TVA Sport maintenant avec toute leur équipe. Alors, on faisait beaucoup de matchs. Moi, j'ai été intégré là-dedans. Je faisais des heures de hockey junior comme hôte, avec Stéphane Leroux, que vous connaissez. Steph puis Normand étaient là. Moi, j'étais hôte avec Gaston Terrien à un moment donné.
Fait que là, ils m'ont intégré tranquillement sur les matchs de hockey autres. Donc, un match, exemple, Ducks d'Anaheim contre Minnesota, exemple. Je travaillais comme host. Oui. On dit host en anglais, c'est un anglicisme. Ceux qui sont qu'on voit en studio au début, puis après ça, qui disent les entrées. Et on rejoint maintenant le descripteur et l'analyste. Ouais, ce que fait Andréane Alain, exactement, là, avec les matchs de la Ligue nationale du Canadien ou des Sénateurs. Fait que c'est ça. Puis graduellement, on m'a permis de faire des matchs au niveau international, championnat du monde senior, championnat du monde junior, des matchs de hockey du junior 3A. J'avais déjà travaillé avec Larry Robinson il y a longtemps. Larry, qui venait de prendre sa retraite, t'as mieux faire un match avec moi, une finale de la Coupe Junior 3A à l'époque. Moi, c'était pas Junior 3A, on appelait ça autrement, là. La Coupe Dudley, je pense que c'était ça. Alors, c'est ça. Fait que de fil en aiguille. Puis là, en 2005, graduellement, j'ai commencé à faire des matchs de description. Puis, quand on a fait Ottawa, quand on a obtenu les 50 matchs d'Ottawa, 52, 54 matchs, c'est Félix Séguin qui était là. Il y a eu Alain Crade qui en a fait avant, il y a eu Denis Casavant, il y a eu Félix, puis il y a eu moi. Okay. Si je me trompe pas, on est les 4 là, qui sont succédés. Quand Félix est parti pour TVA Sport, là, c'est moi qui ai pris le relais, parce que j'étais hôte à ce moment-là. Okay. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu serais intéressé? J'ai dit, oui, certain. C'est un objectif personnel, mais c'était pas une priorité en soi, mais j'étais content de pouvoir le vivre. Là, tu sais. Puis, Michel, est-ce que tu as appris à... Je sais pas si la question est réelle ou si est réellement le cas aujourd'hui, mais est-ce que tu as appris à aimer les sénateurs en faisant la description des sénateurs, ou bien tu as accepté ce poste-là pour OK, c'est bon pour ma carrière, c'est bon pour mon... Non. Honnêtement, JP, je vais te dire, j'aimais les sénateurs. Okay. Je n'étais pas un fan. Non. Je vais être honnête. Moi, mon équipe, quand j'étais jeune, c'était Boston. Ah, c'est vrai? Je n'apprends rien, là. Même, à cause de Bobby Orr. À l'âge que j'ai, Bobby Orr était pour moi mon idole. Ça a été mon idole assumé. Mais honnêtement, les sénateurs, à l'époque d'Eric Carlson et tout ça, je les ai découverts. Tu sais, j'aurais voulu tellement qu'ils connaissent du succès. Tu sais, je me rappelle de 2007, Daniel Alfredson, puis la Pizza Line, puis tout ça. Mais, tu sais, j'aimais déjà les sénateurs. Moi, j'aime le hockey avant tout. Fait que moi, c'est pas nécessairement juste l'équipe, c'est le hockey que j'aime. Puis les sénateurs, ça venait avec. Fait que automatiquement, moi, là, je me suis dédié à cette équipe-là à tous les niveaux, au niveau des lectures, des préparations, des camps d'entraînement. C'était une priorité, là, c'est sûr. Puis probablement que, tu sais, pour rien enlever aux descripteurs qui sont assignés à une équipe puis qui décrivent les matchs d'une équipe, mais avant d'arriver aux sénateurs, puis même en faisant les sénateurs, que ce soit le hockey junior, que ce soit les Olympiques, à chaque fois, c'est 2 équipes différentes. C'est 2 nouvelles équipes. La préparation pour un descripteur qui doit connaître les noms, qui doit connaître des statistiques sur chacun, qui doit connaître... Tu sais, l'analyste, oui, doit en savoir un peu, mais il y a un peu plus de temps, de peut-être préparation, puis de placer ce qu'il y a à placer quand il veut. Mais à la description, moi, comment vous faites pour reconnaître les noms, les numéros rapidement comme ça, là? C'est impressionnant. Écoute, je vais te dire, moi, personnellement, je me suis trouvé un système de fonctionnement à partir de ce que mes collègues faisaient. Mais moi, pour mes connaissances, il fallait absolument que je trouve une espèce de scénario, de routine qui me permettait de faire toutes les étapes. Je vais vous dire honnêtement, les gars, faire un match de hockey, pour moi, c'est un minimum de 8 heures de préparation. OK. Ah, ouais, OK. Parce que, Gabin, je vais juste vous montrer. Bougez pas. Le match d'hier, là, j'avais tout ça de feuilles, là. J'ai des feuilles, là. Puis j'ai un cartable, j'ai tout ça. Alors ça, c'est du travail de préparation. Et quand on dit souvent dans le milieu, faire le match, c'est la cerise sur le sundae. La préparation, c'est le gros du travail. Fait que c'était de la façon de faire. Fait que moi, à 8 heures, honnêtement, là, voir les joueurs de chaque côté, qui est là, qui est blessé, qui est pas blessé, est-ce qu'il y a des retours possibles, le dernier match, qui a joué le dernier match, qui va être là dans la période d'échauffement, tout ça, tu sais. L'entraînement matinal également. Fait que c'est tous des éléments que j'ai appris à contrôler, si on veut, à aller chercher. Puis avec les lectures aussi des collègues, comme tu parlais, Sylvain Saint-Laurent avec Le Droit à l'époque, Bruce Garriock avec Ottawa Sun. Ça, c'est une lecture quotidienne que je faisais pour aller chercher de l'information.
À une certaine époque, RDS avait un reporter sur place. Renaud a été reporter sur place à un moment donné. Tu as eu aussi Michel Langevin, qui fait de la radio à Ottawa. Langevin, voilà. Merci, Michel, qui a travaillé chez nous. On a eu des bonnes personnes, mais à un moment donné, ils ont coupé. On n'avait plus de reporters sur place. Là, il fallait se débrouiller autrement pour aller chercher l'information. Alors, c'est ça. Fait que, écoute, non, honnêtement, c'est ça. C'est de la préparation. Puis, pour moi, c'est correct. C'est un plaisir. Fait que j'aime ça. Je capote sur ça, là, c'est sûr et certain. Comment ça a changé avec le temps, justement, du temps que c'était seulement des articles de journaux, quasiment papier, on est tombé dans le numérique. Maintenant, il y a un paquet de nouvelles qui viennent des médias sociaux, avant même les médias traditionnels. Ça a dû être une transition aussi, ça? Oui, effectivement, Pascal et JP. À l'époque, on recule en arrière, 1989-90, on avait des matchs de hockey, on se fiait à quelques informations qu'on recevait par bribes. Oui. Puis, on complétait avec ce qu'on connaissait, ce qu'on savait. On essayait de fouiller les journaux étrangers, évidemment. Les journaux des Pingouins de Pittsburgh, exemple. Tu vas à Philadelphie ou ailleurs, tu vas fouiller, puis tu vas chercher de l'information. Maintenant, c'est magnifique avec les réseaux sociaux. La Ligue nationale aussi a amélioré son service, l'offre de service là, pour les médias. C'est facile maintenant. Tu as beaucoup d'informations qui se peut utiliser là, pour les matchs. Mais autrefois, là, c'était beaucoup plus complexe. Ouais. C'était les fameuses, comment est-ce qu'ils appelaient ça, les lignes de presse, là, où est-ce que ça rentrait, là, les fax ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Le ticker, oui. Ça, à l'époque, on écrivait les textes, puis les tickers rentraient au fur et à mesure. S'il y avait un but, on appelait ça un petit texte qui apparaissait, là, but marqué par Wayne Gretzky, Anderson, une passe. C'est avec ça qu'on bâtissait nos textes pour les bulletins de nouvelles. Alors, c'est la seule information qu'on avait. On n'avait pas toute la possibilité de voir tous les matchs, mais on avait un service de satellite. Ils appelaient ça SNS à l'époque. C'était un Sports Satellite, quelque chose de même. Satellite Network, oui. SNS. Et puis, ils offraient le service en fin de soirée. On recevait un bloc de visuels de tous les matchs auxquels il y avait accès. Puis ça nous permettait de prendre ces images-là puis de les placer dans notre texte. Alors, des fois, on écrivait des paragraphes qu'on coupait parce qu'on n'avait pas les images du but. Fait que on prenait les images qu'on avait puis on se débrouillait avec ça. OK. C'était comme ça. Ça a évolué. Puis, ça a évolué aussi. Dans le fond, tu sais, si tu as commencé en 2014 avec les Sénateurs, 2015, ça a été la série contre le Canadien. Oui. Puis par la suite, ça s'est gâché. La vente de feu, on est allé dans une reconstruction complète. Puis tu as connu par la suite toute un peu comme nous depuis 5 ans, qu'on attendait que finalement ce plan-là promis par Pierre Dorion finalement arrive à jour, d'où on en voit les fruits aujourd'hui. Donc, est-ce que ça a un impact sur ton travail puis sur ton appréciation du travail, les succès de l'équipe? Quand l'équipe, ça fait 4 ans qu'elle ne fait pas les séries, là. Oui, c'est ça. Ça a été 7 ans consécutifs, 7 années consécutives sans faire les séries. Moi et Normand, on commençait à taper du pied. On espérait. Et là, quand c'est arrivé l'an passé, je peux te dire qu'il y avait 2 gars qui étaient très heureux. Peu importe qu'on fasse les séries ou pas, on n'était pas là, mais on était contents de voir les Sénateurs. C'était mérité. Puis je vais te dire, moi, je me rappelle, tu parlais de la vente de feu tantôt. Lorsqu'on est arrivé au camp d'entraînement, c'était en 2016, je pense, 2015-2016. On arrive au camp d'entraînement, moi et Normand, on s'en va passer 2 jours là-bas, voir les gars patiner, puis il y a des matchs hors concours, en tout cas. On arrive là, puis on arrive dans le vestiaire de l'équipe, il y avait eu des changements, puis il y avait un message qui avait été changé dans le haut du vestiaire. OK. C'était bizarre un peu. C'était un message qui appelait à serrer les coudes, puis tout ça. Je disais à Normand, je regarde ce qui est écrit. Et là, je comprenais pas. Mais là, on apprend quelques heures après qu'Eric Carlson était changé. Et c'est là que ça a commencé vraiment. Oui. On s'est dit, wow. Puis là, c'est sûr que ça nous a comme démotivé un peu, mais en même temps, on était curieux de voir les gars qui s'amenaient aussi avec Eric Brandstrom s'amenait dans l'échange. Ben oui. Puis c'est un processus de développement aussi. Tu sais, c'est des joueurs qui sont capables de jouer pour la plupart dans la Ligue nationale, mais c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que ça va vouloir dans 5 ans, dans 10 ans? C'est une bonne transaction? On ne le sait pas, tu sais. Fait que c'est ça, mais
on a vécu ça difficilement, mais on a dit, regarde, il faut aller de l'avant, puis on a un job à faire. Ça. Fait que, de façon constructive et positive, on fait notre travail, puis on essaie d'être positif avec les sénateurs. On essaie d'attaquer le côté. Le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ça. Puis, est-ce que vous avez du feedback un peu des auditeurs, des partisans? Y a-t-il une relation qui se crée avec l'auditoire? Que ça aille bien, que ça aille mal? Oui, ben moi, je l'ai fait un peu avec Patrick, je vais te dire honnêtement, puis je l'aurais fait avec vous, puis je l'ai pas fait, je m'en excuse, mais ça aurait pu être des échanges intéressants aussi, question de voir l'aspect côté francophone, la perception de l'équipe du côté francophone. Je l'ai fait avec Patrick parce qu'à un moment donné, je le voyais circuler sur les réseaux sociaux. Puis je me suis dit, je vais lui envoyer un petit coucou. Tu sais, je vais lui envoyer un petit coucou pour lui dire, regarde, écoute, on travaille fort pour les sénateurs, on veut que ça marche. Puis le feedback qu'on recevait, ben c'était quand même bien. Fait que il fallait travailler ensemble. Puis la petite communauté francophone derrière Ottawa, ben on veut l'encourager à ce qu'elle soit plus grosse, comme vous faites là présentement. Fait que, tu sais, je trouvais naturel de faire ça. Puis je me suis jamais, tu sais, Patrick n'a jamais mis de l'avant cet aspect-là. Il en a parlé, mais discrètement. Puis moi aussi, de mon côté, j'avais des communications à l'occasion avec Patrick, puis ça me permettait de suivre un petit peu et de tâter le pouls des partisans francophones, des sénateurs. Ouais. Moi, Michel, je tiens à vous féliciter, toi et Normand, parce que c'est pas évident de faire la description des matchs des sénateurs dans le marché montréalais qui est à proximité, RDS aussi qui couvre beaucoup le Canadien de Montréal. Non, mais moi j'ai dit RDS, c'est le réseau des sénateurs. C'est déjà réglé ça. Fait que... C'est ça. C'est bon, trademark. Ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que je vous tiens à vous féliciter parce que quand vous faisiez la description des matchs, on sentait votre passion, on sentait que vous étiez là pour les fans des sénateurs, on sentait que vous aviez envie d'être là puis de faire ressentir le match pour un fan des sénateurs. Absolument, JP. Je vais dire, tu avais deux gars vraiment engagés avec les sénateurs. Normand, vous le connaissez sûrement, Normand, c'est un gars intense, c'est un gars qui connaît la game, il l'a coaché tellement longtemps. Je pense que s'il avait la chance de recommencer à coacher, il le fera encore, là. Mais Normand, c'est un gars qui est le fun à travailler parce qu'il décortique, il est capable de décortiquer le jeu. Puis j'ai appris beaucoup avec lui. C'est grâce à lui que j'ai appris encore plus au niveau de la lecture du jeu, la façon que le match se déroule, puis des petits détails qui pour moi semblaient anodins, mais pour lui, ça fait toute une différence. L'aspect coaching, évidemment, avec les entraîneurs, ils regardent ce qui se passe, les changements de joueurs sur la glace à des moments précis. C'est des choses qui parfois le questionnaient, puis on en parlait hors d'onde, on essayait d'éviter de discuter de ça en onde. Là, on regardait le match, puis on décrivait ce qui se passait sur la glace. Mais non, Puis c'est vrai que tu as raison, JP, le marché de Montréal, à RDS, les bureaux sont à Montréal. Et ça, moi et Normand, on est peut-être les deux des plus grands défenseurs de ça. Année après année, dans nos réunions, on disait, écoutez, il faut mettre un peu d'amour sur les sénateurs. On parle trop du Canadien. Les partisans des sénateurs nous le disaient également. Le message passait, mais on avait de la misère à vendre notre salade. Ça a été difficile jusqu'à temps que les sénateurs fassent les séries. Ça aide, hein? Là, maintenant, pour le site, oui, ça aide, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, je pense que là, maintenant, ils sont conscients, les patrons, puis ils veulent vraiment là, mettre de l'avant les sénateurs, puis c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années. Je le souhaite. Oui, puis ardemment. Puis pour relancer un peu JP sur votre travail, puis l'importance que ça a, puis je ne sais pas, beaucoup de gens ne le réalisent pas, puis je ne sais pas si toi et Normand le réalisez, mais beaucoup de gens de Montréal, des gens de la région d'Ottawa-Gatineau, pensent que tout le monde au Québec est relativement bilingue. N'importe qui va écouter un match à TSN, puis il va l'écouter, puis tout va être... Alors que c'est pas du tout le cas. Il y a une très bonne proportion des Québécois pour qui, si on le choix entre en français et en anglais, vont choisir en français parce que ils vont comprendre tout le match. Tu sais. Puis moi, je pense à mon père là, qui est au Saguenay, probablement JP, même toi, je pense que tu vas souvent préférer écouter en français. C'est plus facile. D'où l'importance d'avoir des gens de qualité puis des gens qui sont capables de vendre les sénateurs à ces personnes-là. Oui, effectivement. C'est un bon point que tu mentionnes, Pascal. Mais je dois dire que, honnêtement, ça m'a permis aussi de découvrir que les sénateurs étaient partout. Pas seulement au Québec, dans les Maritimes, il y a des partisans. Écoute, les Franco-Ontariens. Il y a des gens qui m'accrochaient. Ben oui, exactement.
Puis, ah oui, c'est sûr. Mais, tu sais, je trouvais ça le fun. J'ai dit, Colin, puis il y a quelque chose à développer. Ouais. C'est pour ça que moi, mon souhait le plus fort, là, ce serait que la frange francophone du côté de Gatineau, là, puis l'Ontario francophone se rallie derrière les sénateurs, parce que cette équipe-là va être excitante tantôt. Je regarde le noyau qu'on a présentement, là, c'est vraiment, vraiment de la qualité. Et on n'est pas à pas grand-chose près là, de peut-être participer à une autre finale de la Coupe Stanley, on va voir, là, mais c'est encore tôt. Mais je vais te dire qu'il y a du talent là, à Ottawa présentement. Puis la rivalité avec le Canadien qui est à peu près dans la même ouverture de fenêtre. Là. D'après moi, on a quelques bonnes années à avoir une bonne rivalité entre les deux qui va juste mousser les sénateurs au travers de ça, je pense. Là. Ah, bon point, tu as raison, effectivement. Puis la rivalité s'est installée véritablement avec le Canadien. Puis avec Toronto, ben ça, c'est une rivalité naturelle, évidemment. Mais écoute, oui, ça va être le fun pour les prochaines années. À voir ce qui se passe du côté de Montréal présentement. Je pense qu'eux aussi peuvent espérer puis peuvent aspirer à atteindre les matchs les plus importants en fin de saison là, en séries éliminatoires. On ne le souhaite pas, mais on leur souhaite leur meilleure des chances. Ça, oui. Pas fort. Tu peux le penser, mais dis-le pas. C'est ça. Michel, tu parlais du noyau. Moi, je veux savoir, en tant que descripteur, quel joueur, quand tu fais la description des matchs, qui te fait sursauter du côté des sénateurs, est-ce que tu as un joueur en particulier que tu avais un petit amour de plus que les autres? Ou ben... Bon, bonne question. Au fil des ans? Au fil des ans, ou bien actuellement? J'ai aimé, moi, je suis un défenseur. Je joue au hockey, je joue à la défense maintenant. Je joue 2-3 fois par semaine. Mais je vais te dire, Erik Karlsson m'a impressionné. Quand j'ai commencé en 2014, là, je l'ai vu là, de visu là, sur la glace le matin. Là, je le regardais travailler, puis pendant un match, c'est tout un talent. Erik Karlsson, pour moi, quand il est parti, ça a été un coup dur. Là, je regarde, j'aime beaucoup Tim Stützle, c'est sûr, tout le monde l'aime, c'est facile à dire, mais j'aime un gars comme Drake Batherson, moi, il m'impressionne, là, des mains incroyables. Jake Sanderson, évidemment, Jake the Snake, moi, je l'appelle comme ça, là, il est vraiment impressionnant. Il a un jeune, il a un bon coup de patin. C'est une grosse prise pour les sénateurs là, qui l'ont repêché. Tu as dû décrire son Thomas, père à Jake? Jeff Sanderson, tu as dû le décrire, c'est ça? Oui. Le fils de. Oui. Il y en a quelques-uns dans cette équipe-là. Tu sais. Mais Drake Batherson, j'aime beaucoup sa touche sur la rondelle, ses habiletés. Des gars plus travaillants aussi. J'ai beaucoup aimé. Hier, on faisait le match contre les Devils, puis ça n'a pas rapport avec le talent naturel. Là. C'est peut-être plus l'énergie déployée. Je regarde un gars comme Connor Brown qui a joué à Ottawa pendant 3 saisons. On l'aime encore. J'aimais son... On l'aime encore. On veut le revoir à Ottawa demain matin. Puis là, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je regarde un gars comme Fabian Zetterlund, il me fait penser un peu à Connor Brown dans la façon de jouer sa game. Mais Connor Brown, pour moi, là, c'était un gars dédié, puis écoute, en tout cas, mais c'est ça, il y a des gars comme ça qui te marquent, puis moi, je trouve que c'est le fun. C'est le fun de s'identifier aussi, puis de voir des joueurs là, qui réussissent, là, c'est encore plus le fun, c'est sûr. As-tu un moment préféré, un but, une victoire ou un moment avec les sénateurs qui te marquent encore aujourd'hui? Oui. On faisait le match, on était à Montréal, on était en studio, je pense. On n'était pas sur place, non. Mais je l'ai revu dans ma tête, ce but-là. Okay. Là. Justement, Erik Karlsson, comment est-ce qu'il s'appelait à l'avant? Il était très rapide. Les deux, ça fonctionnait plus après. C'était Hoffman. Hoffman, voilà, merci. Merci on les sait gars, où tu t'en vas. Ouais. Une passe incroyable, Hoffman, qui reçoit ça à ligne bleue à l'entrée du territoire. Il va marquer un but, là. Ça, c'est un des buts d'anthologie que j'ai vu préparé par Erik Karlsson. Ça m'a impressionné. C'est un des beaux buts que j'ai vu du temps que j'ai couvert les sénateurs, là. Honnêtement, celui-là, là. Il y en a eu d'autres, mais, tu sais, vraiment, là, tu me poses la question à chaud, là, je te dis celui-là. OK. C'est sûr. Ouais. C'était un des beaux. C'était effectivement... moi, Michel, on a passé la question, mais là, je fais du coq à l'âne, totalement. Vas-y, JP. On a parlé des sénateurs, mais là, moi, je veux revenir sur ta carrière de 36 ans. Si c'est possible pour toi, moi, je suis curieux, est-ce que tu es capable de me faire un top 5 de tes moments marquants de tes 36 ans de carrière avec RDS? Toute catégorie confondue. OK, toutes catégories confondues. Des championnats juniors mondiaux, des Olympiques, ça doit tout être... Le curling, ça peut même le curling. Un match de curling incroyable.
Oui, je vais te dire les Olympiques de 2010 que j'ai dit hier en ondes à RDS. 2010, pourquoi? Parce que c'était les Jeux où nous avions les droits. TSN, RDS était partenaire des Jeux olympiques, les droits, et ça se passait à Vancouver, évidemment, en 2010. Et une bonne partie de la famille d'RDS, tous les employés s'étaient déplacés, étaient mobilisés à Vancouver pendant un mois pour la présentation des Jeux. Pour moi, là, c'était un moment important parce que c'était un accomplissement pour la boîte, c'était un accomplissement pour RDS, TSN. C'était nos Jeux. Ça a été le but en or de Sidney Crosby, qui est un moment, si tu me parles d'un des 5 moments les plus marquants, je te dirais que celui-là, c'en est un, c'est sûr. Mais les Jeux olympiques de 2010, assurément. Salt Lake Curling, 2002. Oui. Rappelez-vous, on est le 11 septembre 2001. Ça fait pas longtemps, oui. Il arrive ce qui arrive, évidemment, ce qui est arrivé. On débarque aux Olympiques en février. L'avion débarque sur le tarmac de l'aéroport à Salt Lake City. L'armée nous attend dehors. Là. C'est pas évident, là. Là, les soldats étaient là. À chaque jour, on rentrait sur le site de compétition de curling. On était évidemment fouillés le matin. Puis, une petite anecdote pour vous faire sourire un peu. Ma conjointe m'avait acheté des nouvelles bottes pour aller aux Olympiques. Elle dit, tu vas avoir des belles bottes là-bas pour te garder au chaud. Parce qu'aux Olympiques, le curling, on sait que c'est quoi, c'est peut être froid. Mais à tous les matins, j'avais des capes de métal dans mes bottes. À tous les matins, le système déclenchait. Là, au début, c'était toujours la fouille, l'explication. Rendu à la 2e semaine, le gars, il me connaissait quasiment. On était des amis. Il souriait puis il me laissait passer. Ah oui, avec tes bottes. Ben oui, il savait, c'est le go-bot. C'est le go-bot. Fait que là, il n'y a plus rien à faire. Ça Michel, je pensais que t'allais dire, garde-les, je les aime pas de toute façon. J'aurais pu les laisser là aussi, c'est une bonne idée. Mais non, ça a été un beau moment. Au côté hockey, les sénateurs, moi, il y a sûrement des moments avec les sénateurs. Il y a l'année passée, ça a été un moment fort parce qu'évidemment, j'ai vécu la qualification des sénateurs d'Ottawa avec une équipe jeune encore. Ça, c'était un beau moment pour moi. Après ça, quand j'ai fait de la Formule 1, j'ai remplacé Pierre Houd déjà. Faire de la Formule 1, j'étais en studio, par contre. Là, c'est Pierre, à ce moment-là, il faisait le Canadien. Puis ça, c'était avant que Frédéric arrive. Frédéric Plante a pris le relais après. De faire la Formule 1, c'est un gros défi pour moi. Ça demandait énormément. C'est tout un autre monde, là, un autre domaine, c'est très technique, très... c'est un autre monde. Ouais. Oui, la technique, je laissais ça à Bertrand à côté. OK, ouais, c'est ça. Bertrand est excellent, puis il m'expliquait tout ça. Moi, j'étais là pour essayer de départager, de partager le temps d'antenne entre Christian Tortora puis Bertrand, puis de décrire la course. C'était mon rôle. Pour moi, ça allait de soi. J'étais pas un spécialiste de la Formule 1, loin de là, mais pas comme Pierre en tout cas. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Honnêtement, ça m'a marqué. Après ça, je regarde, j'ai fait du golf, j'ai remplacé au golf, j'ai remplacé à plein de trucs, mais j'avais de la misère. Je voudrais pas revenir ces Olympiques, mais c'est sûr que... C'est marquant, là. C'est marquant. Là. 2006, oui. 2006 aussi, Turin, avec Guy Hemmings. Turin, ça avait été vraiment magnifique. On s'était rendu après les Jeux. On avait fini, en fait, notre compétition de curling. Guy avait décidé qu'on irait à Monaco. On est parti à travers les montagnes pour aller prendre 2 bières à Monaco, puis on est revenu. On a fêté nos Jeux quand même pas pire. Non, c'est ça, c'était le fun. Mais écoute, c'était magnifique, l'Italie. J'ai adoré l'Italie aux Olympiques, là, à Turin. Ça a été un autre moment marquant. Encore peut-être une ou deux questions. Une qui est un peu plus, je dirais personnelle, mais je me dis, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence dans ce domaine-là, que ce soit descripteur, analyste. Mon garçon finit son cours de journalisme à l'Université d'Ottawa. Il est descripteur présentement des matchs des Olympiques de Gatineau. Pas descripteur, excuse-moi, analyste des matchs des Olympiques présentement. Donc, il commence là-dedans. Fait que, tu sais, je me dis, tant que si j'ai Michel, je vais peut-être lui poser des questions. À savoir, un jeune qui commence aujourd'hui là, dans tous ces nouveaux médias-là, les médias plus traditionnels, la non-sécurité d'emploi qu'on voit de plus en plus dans tout ce monde-là, puis du côté travail, du côté de... as-tu des conseils à donner à ces jeunes-là là, qui vont pousser puis qui vont remplacer? Parce que on parle de toi, on parle d'Alain Crête qui prend sa retraite aussi, donc on voit peut-être certaines personnes qui ont été des meubles, qui ont été là longtemps, qui vont devoir être remplacées par des plus jeunes.
Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? Exactement. Oui, effectivement. Mais je te dirais, je pense que moi, en tout cas, pour ma part, là, la recette, ça a toujours été de profiter de chaque instant à regarder un match, à regarder les collègues travailler. Moi, ça m'a aidé énormément de te voir Pierre travailler, de quelle façon il fonctionnait, de voir aussi les analystes, comment ils fonctionnent aussi, comment ça se passe. Moi, j'ai eu la chance, et puis Marc Denis le mentionnait hier dans son hommage, quand Marc est arrivé à RDS, c'est avec moi qu'il a commencé. Okay. On a fait des tests tranquillement. On a travaillé ensemble au fameux match des séries éliminatoires à l'époque. On avait fait un match en Arizona qui avait fini aux petites heures du matin. Je pense qu'il était 3h, 4h du matin. Marc a appris beaucoup. Bruno Gervais aussi, j'ai eu la chance de travailler avec au début pour voir un peu les capacités de Bruno et tout ça. Puis aujourd'hui, ces gars-là, c'est des machines, là, sont capables de faire... moi, je pense que c'est l'observation, de prendre des notes pour les jeunes, de voir un peu... de s'inspirer. Tout ce que ça prend comme connaissance. S'inspirer, regarder, étudier, puis je pense que de tout ce que tu as dit, le travail, ça semble être la clé du succès encore. Hein? Il n'y a pas de secret. Moi, à la base, ça a été ça. Oui, c'est ça. Je pense que tu le résumes, Pascal... travailler, puis revoir tes notes, revoir un peu, y a-t-il un angle que j'ai pas préparé ou que j'ai oublié? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on va oublier pendant le match. Il y a tellement de choses qui se passent. Et à la fin, on se dit, zut, j'ai oublié ça. Zut, j'ai oublié ça. Mais tu as passé à travers le contenu. Tu en as livré de l'information. Tu as essayé de faire de ton mieux. Puis là, tu regardes, tu dis, dans l'ensemble, quand même, là, la note de passage est réussie. Il n'y a pas de problème. Dans ces 36 ans-là de travail, puis de péripéties, puis de différents jobs que tu as faits, puis ça s'est terminé hier soir. As-tu une idée de qu'est-ce qui va te manquer le plus de tout ça? Les collègues. Écoute, j'ai passé la journée hier, là, l'arme à l'œil, ça a été difficile. Normand, c'était pareil. On se regardait, on se dit, hey. Puis Normand, il a essayé de me retenir jusqu'à la fin, là. Il dit, cancelle ça, là, reste avec moi, là. Non, j'ai dit, Normand, ça faisait 1 an que j'avais pris la décision. D'ailleurs, j'ai étiré ça de 2 ans, en réalité, là, pour différentes raisons. Mais je vais dire, honnêtement, j'étais rendu là. Okay. Je suis en santé. Je vais avoir 67 ans cette année. J'étais prêt pour la retraite. En fait, j'espère que je le suis. On va le vivre dans les prochains mois, les prochaines années. Mais non, c'est réfléchi. Puis laisser la place aux jeunes aussi. Tu parlais des jeunes tantôt. Mais à un moment donné, là, il faut savoir dire c'est assez. Puis vivement, les jeunes sont bons. Moi, je regarde les jeunes, c'est un peu comme au hockey. Hein. Tu regardes les jeunes au hockey, ils ont tellement de talent. Ouais. Ce que nous autres, on faisait il y a 15-20 ans, oublie ça, c'est dépassé. Là. Les jeunes sont tellement habiles. Les patins sont pas pareils, les bâtons sont pas pareils. Tout a évolué, c'est fou. Là. Absolument. Puis c'est la même chose dans notre travail. Je veux dire, à un moment donné, les jeunes sont brillants, là, sont capables sont rapides, sont évidemment connectés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros atout aussi. Ils savent comment aller chercher l'information facilement. Fait que c'est ça, c'est de plus en plus difficile aussi la job, dans le sens que la personne qui t'écoute à la maison, puis que toi, tu amènes une information, ben, est erronée. Parce que lui, il l'a vu. Oui. Tu comprends? Ça va arriver. Les gens ont 2 écrans maintenant. Ils ont la télévision, puis des fois 3, là, tu sais. Puis ils ont leur téléphone, puis des fois ils ont l'iPad à côté, puis ils regardent d'autres choses. Là. Absolument. Tu as raison. Fait que, absolument. Puis c'est ça qui fait que tu réalises finalement, là, tu sais, il faut être plus pointu dans ce qu'on fait, il faut être plus précis autant que possible. Puis l'important, c'est de faire passer un beau moment aux téléspectateurs qui se disent, OK, j'ai eu mon match ce soir, ça s'est bien passé, c'était agréable, tant mieux. Ta job est fait, là. Ton travail est accompli. La retraite, ça va ressembler à quoi, Michel? Beaucoup de golf, de pêche, Je vais te dire honnêtement, je suis pas un gars de pêche, je suis un gars de golf. Okay. Golf. Du golf sûrement, des loisirs avec ma conjointe. J'ai ma fille aussi qui a 35 ans, qui a son chum, puis elle a ses affaires aussi, elle va rester autour, je vais être présent pour elle pour les dernières années, pour les prochaines années. Je vais aussi faire beaucoup de bénévolat, je suis impliqué avec des fondations. Je trouve ça important de donner du temps, puis de vivre ces moments-là. Je veux travailler aussi, peut-être travailler sur apprendre des langues. Okay. L'espagnol et l'italien, j'ai beaucoup aimé les 2 langues.
j'ai appris des mots, mais là, j'aimerais ça aller plus loin dans mon projet. Puis, j'aime beaucoup la politique et l'histoire. OK. Fait que ça, c'est des cours à l'université que j'envisage de prendre là pour aller continuer à développer mes connaissances, pour garder le cerveau occupé parce que on s'en rend pas compte, mais j'ai passé ma vie à tenir ça occupé, tu sais, avec de l'information, de la lecture, mais il faut pas que ça arrête parce qu'à un moment donné, s'il y a de la rouille qui prend là-dedans, là, tu sais, je veux dire, tu essaies de te rester assez actif pour sur le côté cérébral pour dire, regarde, c'est le fun, j'apprends des choses. J'en oublie, oui, mais dans l'ensemble, j'arrive quand même à apprendre encore des choses. Puis peut-être venir voir des matchs des Sénateurs en série dans les prochains mois, on ne sait pas. Si on va peut-être te voir au centre Canadian Tire, mais là, assis dans les estrades avec un chandail, là, peut-être. Oui, avec vous autres, exact, les gars. Oui, avec vous, on se donne. Avec vous, puis on va se faire les experts. On va jouer aux experts. On va chialer, puis on va... oui, on est bons là-dedans. On est les meilleurs. Écoute, Michel, je te remercie vraiment beaucoup. Puis au nom de, tu sais, notre rôle, c'est de donner une voix aux artisans des médias puis de tout ça autour des sénateurs, mais c'est en même temps de vous parler au nom des partisans des sénateurs qui vous écoutent puis qui vous connaissent puis qui t'ont écouté pendant au moins 12 ans. Là. Mais tu sais, tous ceux qui écoutent les sénateurs écoutaient RDS depuis des années de toute façon. Fait qu'on te souhaite bonne chance, on te souhaite tout le succès puis que t'en profites en masse. Puis, merci encore du fond du cœur, du temps que tu nous donnes aujourd'hui, puis des années que tu as données. Ça me fait plaisir, les gars. Merci beaucoup, Pascal et JP. Puis, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Lâchez pas votre brigade, là, ça vaut la peine. Puis, on va bâtir, on va agrandir la communauté tranquillement. On va les ramener derrière l'équipe. C'est notre but. Merci beaucoup, Michel. Salut, les gars. Ta question tantôt, la saison est-tu finie? Dans ma tête à moi, avec le classement qui est là, la saison est finie. Finie. Statistiquement parlant, messieurs, c'est pas mal fini. Là. Je l'avais écrit dans nos notes. Pour accéder aux séries éliminatoires cette saison, ça prend 97 points. Les sénateurs puissent accéder ou dépasser ce montant-là, y arriver. Ils doivent terminer la saison avec 26 victoires, 12 défaites. Ça veut dire qu'il faut qu'ils jouent un meilleur ratio victoire-défaite que l'Avalanche du Colorado, qui connaît la meilleure saison de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. On est fourré dans une rumeur aussi de tromperie de ci, puis là, on veut pas faire monter l'autre parce que, j'en ai plein de cul, là. Enlevez-moi Nick Cousin, enlevez-moi Curtis McDermott, là, gars. Essayez d'autres choses. J'étais cœuré, là. On arrive tous avec les mêmes trios, puis c'est tout un même, puis j'en ai plein de cul. Je suis tanné. Encore, c'est le 12 janvier, on est encore dans la cave. Excusez, montez de lait. Excusez. JP. On est là. On est là. Ceux qui écoutent le podcast l'ont déjà entendu, là, mais j'ai dit il faut que je retrouve des extraits, il faut que j'aille dans les archives, trouver des moments où est-ce qu'on était découragé, où est-ce qu'on était down, on n'était plus capable, on pétait nos coches. On se disait la saison est finie. Certains disaient elle est finie, certains disaient il reste encore des games. Quelle saison ça va avoir été pour finalement faire les séries grâce à une défaite de Détroit, mais en ayant été chercher leurs points, les Sénateurs contre New Jersey, ça serait classé pareil. Soupir de soulagement. En tout cas, dans mon cas... T'as eu ça tough, là. T'as eu ça tough, JP, là, cette année. Là. Je retrouvais des... Je l'ai dit à ma blonde hier au souper, quand j'ai vu le résultat du match des Red Wings. J'ai dit, c'est pas drôle, j'ai un poids de moins sur mes épaules. Oui. De suivre l'entièreté des matchs de la NHL sur l'application, les box scores, savoir que l'autre a gagné 2 points, puis là, il faut gagner 2 points, lâcher un, en tout cas, bref, ça a été un poids de moins. Je suis fier d'être un fan des Sénateurs présentement. Je vois que ce noyau-là se sont regroupés ensemble. Tout ce qu'ils ont accompli depuis la pause olympique, c'est remarquable. Puis de savoir que là, présentement, on rentre en série et la majorité des commentaires que je vois, c'est que tout le monde craint les Sénateurs d'Ottawa. Il y en a même qui avancent que ça pourrait être une équipe potentielle de se rendre jusqu'au bout. Je me fais pas d'idée, je vais vivre comme l'année passée, je vais vivre à 100% l'expérience, mais je suis vraiment content, puis c'est un poids de moins de savoir que mon équipe est en série. C'est quoi, c'est à peu près entre le 12 et le 24 janvier, là, je pense que c'était probablement la période la plus difficile. Linus Ullmark était parti, les Sénateurs étaient
dernier à égalité avec Columbus dans l'Est. Puis, je devrais avoir réussi à mettre l'extrait, mais Stu expliquait que, il nous disait, écoute, c'est fini les boys, là. Pour réussir à faire les séries, ça va prendre 97 points. Puis pour avoir 97 points, il faut jouer à un rythme égal à ce que le Colorado avait fait depuis le début de l'année. Ben, Colin, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont fait exactement ce qu'on pensait qui était impossible. Tu sais, Travis Green, je pense que c'est peut-être le 24 ou le 25 janvier qui, après une victoire, avait dit, les boys, écoutez pas les bruits. Écoutez pas ce qui se passe à l'extérieur. Continuez à jouer de la façon que vous jouez. On va partir sur une run, puis laissez faire tout le reste. On joue un match à la fois. Jouez de cette façon-là, qui est la façon qu'il le disait depuis le mois d'octobre, mais que ça marchait plus ou moins. Les gars, ils ont cru. Les gars, ils l'ont écouté. Puis depuis ce speech-là, les Sénateurs ont été 19-6-3. Les Sénateurs sont la meilleure équipe à égalité avec, je pense, avec Buffalo depuis ce message-là. C'est tout un exploit. C'est 20 points de rattrapage qu'ils ont fait sur les Red Wings de Détroit. 20 points. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la même catégorie en termes de que les Pesquisens, la run avec Andrew Hammond puis tout, là, on peut-tu mettre ça au même niveau? Ou bien c'est plus exceptionnel encore avec Hammond? C'était Andrew Hammond, c'était plus exceptionnel, je crois. Exceptionnel, hein? Je crois que c'était une coche au-dessus, puis c'était tellement basé sur un gars. Tandis que là, je pense que c'est tellement basé sur toute l'équipe. Puis non seulement toute l'équipe, mais tout le reste des joueurs qui ont été amenés un à un. Combien de joueurs de plus qui ont été amenés, là, si on compte les Halliday, puis je pense que c'est McDermott qui a joué, les Hodgson, tous ces gars-là, en plus de toute la défensive. Mais c'est dans les mêmes... tu sais, là, on va s'en souvenir de cette saison-là, c'est sûr. Tous les problèmes avec les gardiens, ça démontre à quel point c'est exceptionnel. Je pense que qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Puis ils arrivent, comme tu dis, ils arrivent en série. Ça fait 2 mois qu'ils jouent du hockey de série. C'est pas compliqué, là. Exactement ça. Moi, je ne crois pas à une équipe qui arrive en série, pas d'adversité, qui n'a pas traversé d'adversité vraiment de la saison. Je pense que dire je vais mettre la switch à on puis je vais être méga intense du jour au lendemain, c'est beaucoup plus difficile. Mm-hmm. Tandis que les Sénateurs, au moins, là, ils ont une petite période de relaxation. C'était à écouter la game contre New Jersey, relax, pas besoin de dire ça nous prend les 2 points. Chaque mise au jeu est importante, tout est important. Pascal, j'ai même pas écouté l'entièreté du match. J'étais épuisé hier soir. J'étais épuisé de ce parcours-là en tant que fan. Puis là, de savoir hier que c'était un match où il n'y avait pas Chabot, pas Sanderson, pas Stützle, pas de Ketchuk, pas de Ullmark, pas d'enjeu, pas de crainte de qui, de tata, à part pour savoir qui va être le premier wild card. Ouais. Mais j'ai écouté 2 périodes, puis j'ai fait, sais-tu quoi, JP? Repose-toi, va écouter un programme avec ta blonde, change-toi les idées. J'ai fait comme les joueurs des Sénateurs, t'as pris un break. J'ai pris un break. T'as pris un break pour nous autres. C'est bon. Nous autres, on l'a écouté. Nous autres, on était les Drake Batherson qui étaient encore là pour être sûr d'écouter tous les matchs. Puis ils nous ont donné un bon match pareil. Écoute, Détroit jouait contre New Jersey. Leur saison était sa ligne avec tout leur club. Puis ils ont perdu 4-2, en tout cas avec un but dans un filet désert. Les Sénateurs les pognent le lendemain avec presque pas personne dans l'équipe sur un back-to-back avec voyagement. Perdre en prolongation sur une niaiserie de Drake Batherson. Encore une punition de Batherson en prolongation. Mais on peut-tu dire fuck Détroit? Fuck Détroit. Stu n'est pas là. Je sais qu'il déteste pas mal, là, mais qu'il était baveux, qu'il était arrogant quand il était 20 points au-dessus. Il était premier dans l'Est, puis il se pétait les bretelles. Ouais. Quel hécatombe qui s'est passé de leur côté encore. Puis, bien content pour Alex DeBrincat. Tu voulais jouer du hockey de série. Ouais. Ben, ça sera pas à Détroit. C'est tout l'inverse des Sénateurs, ce qui est arrivé à Détroit. Là. Les autres, ça a fait pout jusqu'à la fin. Vraiment, vraiment. Écoute, je ne sais pas si on peut parler rapidement des matchs, mais les 2 gros matchs là, qui les ont vraiment permis de se classer, ça a été 2 matchs catastrophiques 2 semaines avant. Là, ça a été Tampa Bay et les Panthers, puis ça a été 2 victoires convaincante, 6-2 contre Tampa, puis contre les Panthers, 5-1. Contre les Panthers, c'est OK, ils devaient gagner, Les Panthers, il n'y avait personne là. C'est ça. Ils ont réussi quand même. Je dirais même le match contre les Hurricanes de Caroline. Oui. Oui. Ça a été des victoires tellement
importante. Je pense que la saison s'est jouée là. Puis ça s'est joué contre des gros clubs. Tu sais, c'est pas qu'ils ont eu des clubs faciles à battre, peut-être à part les Panthers. Les Islanders avaient leur saison sur la ligne aussi. Nouveau coach, c'est chez eux. Les Sénateurs sortent de là avec un blanchissage de 3-0. Là. Ouais. Ça a été une clinique de hockey qui a été donnée là-bas. Là. Ça a quasiment été une semaine parfaite dans le moment le plus critique de la saison. On est sorti de la semaine avec... c'était quoi? C'était 5 matchs? 4 matchs? Ouais. T'sais, Caroline, après ça, t'avais Tampa, t'avais Floride, t'avais Islanders, puis t'avais New Jersey. T'avais 5 matchs dans la semaine, du dimanche au dimanche. Tu sors de là avec une fiche de 4-0-1. 9 points sur 10. En plein dans le moment. Plein dans le moment, qu'il fallait que tu récoltes ça. C'est incroyable. Ah oui. Puis c'est la première fois depuis 2012-2013 que les Sénateurs font les séries 2 années de suite. Fait que ça, on va le prendre parce que qu'on n'était pas convaincus. C'était le fun aussi cette semaine de voir Linus Ullmark faire des bonnes performances, jouer des back-to-back. A été nommé 2e étoile dans la Ligue nationale, d'ailleurs. Oui. Puis ça a été après qu'on a appris que Linus Ullmark a sorti avec Julian McKenzie pour lui dire écoute, je suis brisé, je suis pas réparé, j'ai encore mes démons, j'ai encore mes difficultés, je prends ça au jour le jour. Puis il y a des journées où je me sens pas bien, puis il y a des journées où je me sens bien. Puis on se demandait, tu sais, quand on disait qu'il avait demandé son congé, lui, il a voulu rectifier, il a le tir en disant c'est pas moi qui te demande un congé, on s'est entendu, moi je dis comment je me sens, au medical staff, puis au coach, puis tout ça, puis ensemble on décide. Mais tu sais, je veux dire, si tu dis je me sens vraiment pas bien, j'ai une crise de panique, je pense pas qu'ils vont dire OK, go, va gauler. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça va marcher de même. Ça, je tiens à m'excuser un peu pour de mes propos que j'ai dit en ondes, mais de savoir que même encore à ce jour, malgré ses bonnes performances, se bat avec lui-même un peu pour battre ces démons-là, ben je pense que le congé qu'il a demandé à Tampa Bay, ça relate vraiment l'information qu'il était vraiment dans une mauvaise pause. Je comprends ce que tu dis. Puis oui, c'est vrai qu'on fait le cheap pendant un moment. Par contre, on peut juste commenter puis juger ce qu'on sait. T'sais? C'est sûr. Quand tu le sais pas, quand l'organisation le dit pas, quand t'es pas... Ben ça nous amène à se poser des questions, ça nous amène à faire des conclusions, puis à élaborer, puis c'est ça qui arrive. Donc, personne... Tout le monde disait, écoute, au bout du compte, on le sait pas, mais ce qu'on sait, ça regarde pas bien, puis ça nous a porté à avoir des commentaires un peu plus durs à son endroit, disons-le. Donc, je pense que cet article-là est peut-être venu nettoyer l'air un peu. Ouais, maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour le restant? Dans quelles conditions qu'il rentre en série? Vraiment content de voir qu'il va avoir quelques matchs pour se reposer, puis pour penser à lui, pas penser à d'autres choses, puis arriver prêt pour... le match numéro 1. D'ailleurs, match numéro 1, tu vois ça contre qui? T'as-tu une préférence? T'as-tu une idée? Ben, je me sens toujours mal que je me fais poser la question, t'as-tu une préférence? En tant que tel, c'est des clubs de la NHL. Je me dis, j'ai pas de préférence à avoir, puis ils sont tous aussi bons un et l'autre, puis ils ont toutes leurs caractéristiques qui les démarquent d'un et l'autre. Mais ce que j'ai dit, moi, c'est... en tout cas, là, c'est ma dernière soirée où que je suis les statistiques, là, mais tu sais, là, si Buffalo l'emporte contre les Blackhawks de Chicago ce soir, Montréal n'est pas une option en première ronde, c'est officiel. Ouais. Puis ça, c'est mon plus grand souhait, là. Moi, je ne veux pas vivre une première ronde des séries contre Montréal. Pour le spectacle, ça serait super plaisant pour la rivalité aussi, mais je ne veux pas vivre ça de mon... comme tu as dit... Pas une autre fois, non. Je veux pas, c'est ça, exactement. Moi, je pense que si j'ai à faire un choix, mon choix est les Hurricanes de la Caroline. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a un style de hockey qui pourrait les déranger. Ils n'ont pas un style physique. Eux autres sont plus dans l'échec avant. Gars de finesse. Sont très vite. Oui. Ils ont une bonne relance aussi avec les Gottesberg et ils ont un Brett Burns. Je pense qu'on a quand même un style de hockey, une profondeur, des éléments en place qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait rendre la vie difficile aux Hurricanes de la Caroline. Tout le monde pense que les Sabres de Buffalo vont arriver en série, vont faire pouet. J'ai pas l'impression que c'est ça qui va arriver. Je pense que les Sabres, oui, n'ont pas vécu des séries éliminatoires, mais
Ils ont une méchante belle équipe de hockey et surtout une défensive incroyable. Fait que je pense que si j'ai à faire un choix, je prendrais les Hurricanes de la Caroline. On verra pour la suite. Je pense que dans le côté match-up, je pense qu'on matcherait bien contre le Canadien. Parce que cette année, les matchs, si on met un gardien en forme, là, je pense qu'on les sent même pas, un peu comme le match à la fin du voyage dans l'Ouest. On est allé à Montréal, je pense que ça a fini 5-2 ou une affaire comme ça. On les avait complètement dominés physiquement. Je pense qu'ils seraient capables de faire ça. Ma seule crainte, c'est qu'en première ronde, il y a encore beaucoup de punitions qui se donnent. Puis le power play de Montréal est dévastateur. Ouais. Et un des bons dans la ligue. Fait que tant qu'à les rencontrer, j'aimerais ça les rencontrer en deuxième, en troisième ronde. Puis la seule raison pourquoi on ne veut pas les voir, c'est qu'on peut-tu avoir une série où on n'a pas à se casser la tête combien de chandails des sénateurs qu'il va avoir dans les estrades, puis qu'il faut trouver des tactiques pour vendre des billets, puis ci, puis ça. Puis comme je veux au moins une ronde, c'est ça, pas contre Montréal. C'est pas que j'ai peur du club comme tel. Toronto, c'est fait, sont éliminés déjà. À cette heure, Puis là, c'est ça, c'est que la différence, c'est que si tu pognes Caroline en partant, ben là, tu restes. Après ça, tu pognes le gagnant de Philadelphie, puis en tout cas, si c'est le classement reste pareil, Philadelphie puis Pittsburgh. Ben ça, c'est une question qu'on se posait avec Stu aussi. Là. C'est est-ce qu'on reste, vu qu'on a joué contre une équipe de la métropolitaine, on reste du côté. OK, on reste de ce côté-là, OK. Oui. Tandis que si tu te prends contre Buffalo, ben après ça, tu prends le gagnant de Montréal et t'aimes pas, mettons. Tu sais, le chemin est peut-être plus facile de l'autre bord. Un coup que tu as passé à Caroline, peut-être. Oui, c'est ça. Dur à dire. Mais pour revenir sur le point de Buffalo, on a vu que les Sénateurs, l'année passée, quand ils sont arrivés en série, première game, ils n'étaient pas là. Ils étaient pas là. Leur tête n'était pas là. Puis, c'est drôle parce que aujourd'hui, il y avait Drake Batterson au Coming in Hot podcast il disait, écoute, moi, d'habitude, je bois 4-5 cafés le matin, puis je suis parti, vogue la galère, puis je fais mes affaires. Mais il dit, le premier match de série à Toronto, il dit, moi, puis Dylan Cousins, on était assis avant le match, avant d'aller s'habiller. On se regardait, puis on shakeait en dedans. Il dit, on se regardait les mains, puis j'avais pris un café. Puis les deux, on shakeait en dedans. Tu penses-tu que tu joues ton meilleur hockey dans ce temps-là? Ben non. Fait que, est-ce que ça peut s'appliquer à Buffalo, à certains joueurs? T'sais? Mais c'était le fun de l'entendre des joueurs à quel point non, c'est des professionnels, ça, puis ils ont déjà fait des séries dans le junior, puis partout. Puis non. Arriver en série pour la première fois dans la Ligue nationale, ça a un gros impact. Puis il faut que tu passes au travers une coupe de séries pour que ça devienne une habitude, puis que tu ne sois plus autant impacté par ça. Là. Non, c'est ça, ouais. Je pense que les Sénateurs, vont vivre une deuxième participation en série de suite. Mais je pense que le noyau, les joueurs vont faire OK, on sait comment gérer ça là, en partant. C'est ça. Puis, tu sais, ils sont allés chercher des gars, même Zetterlund, ce ne sera pas sa première année. Fogle, ça fait 8 ans qu'il fait des séries dans toutes les équipes dans lesquelles il est allé. Tu sais, l'aspect nouveauté devrait plus être là pour, à part s'ils sont obligés de jouer à Holiday ou des gars comme ça, mais ça devrait être, on dit, il faut que tu apprennes à perdre avant de gagner. Exact. Puis d'ailleurs, je pense que c'est supposé commencer le 18 avril, samedi le 18. Donc, ce qui amènerait 2 matchs à l'étranger. Après ça, les Sénateurs s'en viennent. Les billets devraient être mis en vente vendredi de cette semaine. Cyril Leader disait qu'il y avait à peu près 12 000 billets vendus déjà. Donc, à travers les billets de saison, les billets supplémentaires qui ont été offerts aux détenteurs de billets de saison. Moi, j'avais accès à m'acheter une paire de billets pour toutes les séries d'avance. Okay. C'est un engagement que tu fais. Tu achètes une paire, puis aussi loin qu'ils se rendent, aussi loin que c'est tes billets. J'en ai pas pris sur le coup. Parce que, je sais pas, je voulais pas jinxer ou je voulais pas. Puis il restait, quand j'ai voulu aller voir, il restait pas tant de places que ça. C'était des places vraiment haut. Ils vont refaire une espèce de mini-vente là, prioritaire pour... Fait que je sais pas si ça va s'appliquer juste aux vrais détenteurs de billets de saison ou si moi, je vais y avoir accès, donc à suivre. Mais ils s'attendent à peu près 4000 billets de match en match qui vont être ouverts au public. Donc, traînez pas. Si vous voulez des billets, si je me fie à l'année passée, ça avait été très difficile. C'est sûr que si jamais c'est Montréal, ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar d'essayer de trouver des billets. Toi, qui tu veux? Tu me l'as pas répondu? Toi, t'as pas répondu? Ben, moi, j'ai pas... Écoute, moi, ma mère m'a toujours dit qui choisit prend pire. Donc, moi, je vis avec ce slogan-là. Je suis pas prêt à choisir quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais je te donne pas le choix. Là. On est dans un podcast, il faut jaser. Là. Ah, moi, je veux Buffalo. Toi, tu veux Buffalo, OK. Ouais. Moi, je prendrais Buffalo justement à cause de cet aspect nouveauté-là, un aspect où est-ce qu'on peut les déranger, on peut les tanner. Je pense qu'on peut plus jouer dans leur tête. Tu sais, Ridley Gregg peut brasser de la merde puis le faire
péter les plombs. Puis, tu sais, Dallin, dernièrement, il a tendance un peu à sortir le cross-check puis à sortir les coups de bâton. En tout cas, je pense que... puis d'ailleurs, Buffalo ont sorti leur billet, hein? Parce que je me disais, hey, d'un coup que c'est Buffalo. C'est 5h30 d'ici, Buffalo, là. Ça se fait bien, là, de Gatineau, Ottawa. Ils ont mis les billets à vendre. Ils sont les moins chers, 570 du billet, donc environ 780 Canadiens du billet à Buffalo. Hein? Écoute, je pense que quand ça fait 14 ans que tu n'as pas fait les séries, c'est ça 14 ans qu'ils n'avaient pas fait? 14 ans, ouais. À un moment donné, l'équipe se dit qu'il faut se faire les poches à un moment donné à quelque part. C'est ça, c'est tellement ça. Puis en contrepartie, je pense que j'ai vu un gars qui faisait un TikTok, puis il s'amusait à checker parce qu'il avait checké le prix pour le Canadien de Montréal. Après ça, il s'est rendu à Buffalo. Puis après ça, il dit, bon, on va prendre nos hasards, on va aller voir à Dallas. Ouais. 70$ US. Ben oui. Match de série. Wow. Ouais. Écoute, ça vaut quasiment la peine de payer le billet d'avion pour la... Ça va peut-être être moins cher. Hey, mais, tu sais, on m'a parlé de toute la saison, puis à quel point que tous les joueurs ont acheté le message. Puis, écoute, cette année, il y a plusieurs joueurs qui ont battu des records personnels. T'sais. Il y a Batherson qui est allé avec 32 buts, qui est maintenant le 10e pointeur de l'histoire des Sénateurs avec 363 points. Il va dépasser Marianne Nossa probablement l'année prochaine, qui est à 390. Pinto, 22 buts. Cousins, 13 buts sur l'avantage numérique. Amadio, 34 points. Qui aurait cru qu'Amadio... Spence, 30 points. 30 points, Spence. Mm-hmm. Pour un gars, tu sais, on dit tout le temps, là, qui un choix de 3 puis un choix de 6 ramassé à gauche puis à droite dans d'autres échanges. Là, ça a 30 points et 30 minutes de jouer dans une game. C'est incroyable. Ouais. 2 marqueurs de 30 buts. Tim et Batherson, 5 marqueurs de 20 buts. 5 marqueurs de 20 buts. Tu sais, ça te démontre à quel point il y a de la profondeur dans cette équipe-là. Tu sais, tu rajoutes Cousins, Pinto, Brady. Brady qui est le 3e pointeur de l'équipe avec 20 matchs de moins de jouer que tout le monde. Assez impressionnant. Là, il y a Brady, justement, parlant de Brady, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. Vraiment bizarre ce qui s'est passé, là. Ouais, vraiment bizarre. Puis j'ai regardé la vidéo 20 fois de suite, puis je me dis, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un coup de bâton dans le cou. T'sais. C'est tout ce qu'on peut voir quand le joueur saute sur la glace. Puis lui, il est focusé plus, on dirait, sur la rondelle qui s'en vient. Il voit lui qui saute, fait qu'il ne sait pas d'où ça va arriver. Mais c'est qu'il perd les genoux, il lâche. Oui, c'est ça, il perd l'équilibre. Ça cote sa bande. Ça a-tu pogné un air qui fait que j'ai les genoux qui sont ramollis? C'est vraiment dur, à comprendre. Puis il est revenu sur la glace, il a essayé un peu, il a débarqué. Puis finalement, ils ont dit qu'il ne se sent pas bien. Mais de ce qu'on a entendu de Travis Green, c'est il se repose, mais on le met pas sur la liste des blessés ou quoi que ce soit. C'est ça. Puis je pense que c'est Elliot Friedman qui a tweeté quelque chose pour dire que sa blessure n'est pas sérieuse. Mon inquiétude, c'est que des blessures plus à la tête, c'est que tu le sais pas, tu le vois pas. Non, c'est ça. Tu le sais juste à un moment donné, tu te lèves, tu es étourdi. Puis après ça, t'es correct. Mais tu peux pas jouer au hockey de même. Non, c'est ça, c'est quand même. Tu peux pas embarquer sur la glace puis te battre avec des gars dans cet état-là. Non. Je pense qu'on n'a pas parlé de Thomas Chabot, qui est revenu au jeu. On n'a pas parlé ça. 2 semaines après avoir eu une opération, le bras ouvert, des plaques de métal rentrées, des vis, puis il dit ça fait 5 jours là, que je le teste, puis ça va vraiment bien. Quoi? Mais j'imagine qu'un coup que tu as des plaques puis des vis, là, il va plus bouger. Là. Fait que j'imagine que c'est encore mieux ça que quand on se casse le bras, nous autres, ils vont te mettre un plâtre puis ils vont dire il faut pas que ça bouge pendant un mois. Mais là, lui, ça peut pas bouger. Là. Ils ont vissé sur place. Là. Ça démontre à quel point que la médecine d'aujourd'hui est incroyable. Incroyable. Puis son courage, sa détermination. Oui. Ram. Oui. On dirait que je fais l'annonce de Ram. Mais de dire les gars jouent, puis les gars ont besoin de moi, puis je prendrais peut-être pas des slap shots de la bleue trop, ce qui est pas si grave. Tant qu'à ça, j'aime mieux qu'ils prennent un tir des poignets comme Zou, puis qu'ils la mettent sur le filet. Ça, le taux d'efficacité est beaucoup plus élevé, exact. Disons-le. Mais là, au lieu aussi, il va pouvoir prendre le temps de se reposer, il va pouvoir prendre le temps d'arriver prêt pour le match numéro 1, parce que là, le prochain match, c'est Toronto. Puis là, si vous pensez qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de partisans des Canadiens, là, ça va être l'enfer. Là. Ça va être des partisans des Maple Leafs à n'en plus finir parce que qui va aller s'acheter un billet pour aller voir Toronto quand ils attendent d'acheter leur billet pour les séries? Tu penses que les partisans de Toronto, ça va être l'enfer. Leur équipe est
dans la cave. Je suis convaincu. Tu penses ça, OK? Ah, ça va lui donner la chance d'aller voir Pierre-Olivier Groulx, d'aller voir des jeunes comme ça, puis ils vont payer la moitié du prix de ce qu'ils payent d'habitude. Il n'y aura pas de méga-vente aux enchères, là, je pense pas. Là. Mais bon, si on peut perdre contre eux autres pour qu'ils payent... Parce qu'il ne faut pas qu'ils finissent top 5. Hein. S'ils finissent top 5, ils gardent le choix. S'ils finissent 6, ils n'ont pas le choix. Mettons que ça va mal, on passe ce game-là, puis on repose trop de joueurs, puis ils finissent 6. Ça serait un petit velours. Ça serait un petit velours. Mais là, toi, mettons, la dernière question, là, t'habitues lire aux joueurs ou bien t'es habillé pas encore? Je mets le même line-up, je pense, moi. Ils n'ont pas eu leur fou, là. Moi, sais-tu, je donnerais un break à Zoub. Zoub, il mérite un break. Oh oui. C'est vrai qu'on peut alterner qui est ça. assis, même là. Spence aussi, moi, je leur donnerais un petit cadeau, là. Regarde, prenez congé. À l'inverse, un gars comme Cousin, moi, je le débarquerais. Je rentrerais peut-être Stodula. Je fais des rotations de même, là, mais je mets pas le Marc pas Brady. Pas Brady, pas le Marc. Ou le Marc Gould, pas encore. Non. À moins que lui il dise, moi, je veux y aller parce que je veux pas avoir trop une longue période entre les deux. Là, mais ça, c'est ça. Ils géreront ça. Là. Mais là, l'histoire, c'est que là, je viens de penser à ça, là, mais là, notre prochain épisode, on va être dans le deuxième match de la série si le match est samedi. Ouais, on risque d'être en plein dedans, donc on risque de reporter. Parce que d'habitude, ce qu'on fait, à la fin on fait un épisode final, conclusion, blablabla, puis la saison se finit comme ça. Oui, c'est vrai. Puis on n'a pas encore décidé qu'est-ce qu'on fait pour les séries. Fait que ça va tout va se décider là, j'imagine. Je ne réalise pas encore, on dirait. Non, j'ai tellement hâte en fin de semaine, là, mettre mon chandail, déboucher une bière, crier dans le salon. Puis là, j'ai dit à ma blonde, quand j'ai su que les Red Wings avaient perdu hier, j'ai crié dans le salon. Yes, asti, on fait les séries! Puis là, ma blonde a répondu. Oh non, là, fait que là, tu vas te pogner dans le salon à crier. Puis j'ai dit, je me trouverai un spot ailleurs. Là, puis... C'est la même affaire ici. Là. Moi puis Phil, on est loud, là, on fait du bruit. On va dans le sous-sol, puis même dans le sous-sol, les deux, ma femme puis mon plus jeune, ils sautent 5 pieds de haut à tout. Okay. Fait que là, vous n'avez, j'ai dit, vous êtes fait, là, ils ont fait les séries, fait que vous n'avez. Au moins les 2 games, on va essayer de ne pas être ici pour les games Ottawa. On va essayer ça. Au moins de sauver ça. Fait que, c'est ça. Restez à l'affût de ce qui se passe sur les médias sociaux. On va vous garder au courant de ce qu'on décide, de ce qu'on fait. C'est certain qu'on a encore au moins un épisode. Idéalement, Stu va peut-être être là, peut-être pas, parce qu'il est encore en voyage, mais on aimerait ça faire un dernier épisode, tout le monde ensemble, faire une espèce de rétrospective. On a un invité qu'on aimerait qui vienne nous voir, c'est juste pas encore confirmé. Un ami de la brigade journaliste que vous connaissez bien, donc à suivre. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour les séries? On va tous vous annoncer ça partout, mais en attendant, après ce là, enjoyez. Personne croyait aux Sénateurs. Montréal, les partisans des Canadiens nous regardaient en voulant dire « Ouais, ça va mal, Ottawa, hein, ça va mal. Hein? » Puis là, on disait « Ouais, on est à 2 points des séries. Ça fait un mois qu'on est à 2 points des séries, mais on n'est pas dans la cave. » Puis là, on est là. On est là, puis ils vont peut-être nous trouver sur leur chemin en passant. Donc, go Sens go, puis on se dit à la semaine prochaine.